J'ai rendu mon visage de la pierre très dure, car je sais que je ne serai pas confondu. Isaïe. Bonjour, bienvenue à l'Atelier Librairie, le livre voyageur, animé par Fabienne Roch et moi-même, Bruno Lalonde. Alors aujourd'hui, je vous lis peut-être un assez long passage tiré de ceci, Les temps modernes, notre Sartre, publié en octobre 2005, que j'ai payé à un prix ridicule dans une vente-trottoir organisée par l'une, sinon la plus importante librairie à Montréal, à un prix dérisoire. Ça dit à quel point Sartre est rentré en déshérence. Est-ce que je commence par, non pas mon indignation, parce que pour moi, l'indignation, d'ailleurs, Indignez-vous de SL, a été le best-seller des années 10. Et pour moi, l'indignation, c'est le degré zéro de la réflexion. C'est également le degré zéro, dis-je, de l'action politique. S'indigner devrait être le premier réflexe, assurément, mais s'il n'est pas suivi d'action concrète, eh bien, ça part dans le bas. Alors, oui, cette affaire GM qui envahit tous les esprits, est une sorte de trou noir dans lequel se jettent toutes les indignations. Justifié dans un côté, parce que c'est ce qu'il a fait, ce qu'il a écrit, ce dont il s'est vanté, eh bien, mérite une réprobation générale de chacun. Mais c'est un peu trop vite aussi, cependant. Est-ce que je vous dis ce que moi je... Je vais vous faire une réflexion, tenez, qui me turlupine. Il y a quelque temps, il arrive qu'on me consulte sur des auteurs. On me demande ce que je pense de tel ou tel philosophe ou de tel écrivain. Généralement, je me commets parce que, c'est normal, j'aime donner mon avis sur sur les sujets qui me passionnent, à savoir la littérature et la philosophie et la poésie. Alors voilà, je donne mon avis. En prenant pour acquis que mon vis-à-vis saura faire sa propre expérience, pourra vérifier par lui-même ou pas, mais en fait que ma parole n'est pas parole d'évangile, autrement dit. Bref, on peut la relativiser. Et un jeune homme me confiait, je n'ai pas trop posé de questions quant à la suite, qu'il avait vu sur un site porno bien connu une conférence du philosophe slovène Slavoj Žižek et qui s'en étonnait. Moi, j'ai eu envie de lui dire, qu'est-ce qui l'intéressait dans ce truc-là, était Žižek. Et là, il se demandait comment ça se fait qu'une une vidéo d'un philosophe aussi, j'allais dire touffu, mais abscon, disons, aussi sophistiqué, hein, voilà, se retrouve sur un site porno. Alors, j'ai évoqué simplement la possibilité que les algorithmes, auront fait un amalgame entre le zizi et le zizek. Et que voilà, hein, mal lui en pris à ce jeune homme-là, il a eu à se retrouver devant Zizek conférencier. On a bien rigolé, mais en même temps, ça m'a turlupiné. Parce que ce que je vous dis tout de suite, ce qui me met en rogne, c'est que le cas GM était connu depuis longtemps, depuis très 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 longtemps. Mais êtes-vous bien sûr que les enfants québécois, les adolescents québécois, ne sont pas exposés en permanence à des sites pornographiques, par exemple? Moi, j'ai grandi en écoutant Françoise Hardy, j'ai grandi en ayant l'idée qu'un jour je trouverais l'amour. Mais un enfant de 8, 9 ans, 10 ans, 11 ans, qui baigne dans une atmosphère de pornographie industrielle, comment peut-il envisager sereinement d'avoir une sexualité qui ne soit pas entachée par les pulsions mauvaises ou des idéaux de performance
performance, entre guillemets, impossible à atteindre. Et les Instagram, est-ce que, oui, dans les dîners mondains parisiens, au début des années 70, les pédophiles pouvaient s'inviter à la table de la petite bourgeoisie intellectuelle. Mais il y en aurait beaucoup que GM ait eu à sévir dans quelques bourgades normandes. Et je ne crois pas non plus qu'il aurait eu du plaisir à se promener dans quelques villages québécois. Mais sommes-nous si certains, nous, là, d'être des paragons de vertu? Nos enfants actuels, les enfants québécois actuels, sont exposés quotidiennement à des horreurs qui, certes, n'ont rien à voir aux abus horribles sur lesquels s'est livré GM sur d'autres enfants, mais qu'est-ce qu'il y en est des conséquences psychiques pour un enfant de se retrouver dans un univers d'écran en permanence? Il se retrouve tout jeune avec des smartphones. Je doute fort, vous savez, les hauts bureaucrates de Google ont fondé une école et ils n'ont pas d'ordinateur dans leur école. Les types sont quand même malins. Ils ne vont pas exposer leurs propres enfants aux horreurs qu'ils proposent, tout simplement. Je me souviens également des hauts cris, de cette espèce d'indignation qui roulait en feu roulant sur la désormais célèbre affaire Guy Cloutier. Et j'avais l'impression que beaucoup ne cessaient pas de se repaître ad nauseam des détails les plus scabreux. Savoir simplement qu'il y a eu abus, à mon avis, c'est bien suffisant. Et c'est l'affaire d'un juge, d'un jury, d'avoir à recueillir des preuves de témoignage, principalement de la victime, afin de pouvoir établir un jugement non équivoque et sans appel. Mais cette espèce de mécanique d'indignation roulante, moi j'en avais assez. Je peux vous dire que j'ai rendu mon visage semblable à de la pierre très dure, car je sais que je ne serai pas confondu. On ne peut pas se repaître indéfiniment des détails les plus scabreux. Il y a quelque chose, il y a une mécanique infernale là-dedans qui se met en branle. Alors, êtes-vous bien sûr que les enfants québécois aujourd'hui ne sont pas exposés de manière, c'est-à-dire plus terrifiante, à la dépravation, à l'abomination que le monde virtuel peut offrir quasi en permanence. On ne dit rien. Déjà, dans ma petite vingtaine, les Snurf movies, les films où on tuait des gens, là, on en a vu. Moi, j'en ai pas vu. Mais si vous aviez voulu voir l'exécution de Saddam Hussein, qui est mort en restant très droit, très digne, dans son complet veston, qui a été pendu, vous pouviez. Certains ont pu voir celle de Rocco Magnotta, qui a été partagée. Et cet univers-là, ça n'excuse pas ma GM, on se comprend bien. Ça ne l'excuse pas. Mais sommes-nous bien sûrs d'offrir aux enfants québécois un univers où ils ne sont pas exposés, à minima, à des horreurs, ou à quelque chose qui les détruit, alors qu'il les détruit psychiquement? Ce qu'on observe autour de nous, c'est des parents dépassés, des parents surmenés, des professeurs dépassés, des professeurs surmenés, avec une mécanique virtuelle infernale qui ne cesse de s'emballer. Et pour moi, ça m'horripile. Et là, en même temps, on en profite pour faire le procès de l'intelligentsia, tous ceux qui ont signé la pétition pour que les adolescents, la pétition dans le journal Le Monde, qui ont signé une pétition pour que les adolescents, en fait, puisqu'on puisse modifier l'âge de la réglementation pour le consentement des rapports sexuels des adolescents.
C'est évident que les adolescents ont une vie sexuelle. Mais cette vie-là sexuelle ne regarde pas les adultes. Ne nous regarde pas, nous, adultes. Alors, le mieux qu'un adulte puisse offrir, comme exemple, à ses enfants et à ses adolescents, c'est d'offrir une vie de couple harmonieuse, ou à défaut d'une vie de couple harmonieuse, de lui expliquer que les horreurs qu'il va devoir, les horreurs virtuelles qu'il va devoir subir tout au long de sa petite enfance, c'est ça qui est terrifiant, jusqu'à sa vie adulte, en tout cas jusqu'à sa majorité, disons, eh bien, il faudra que les parents expliquent de quoi il en retourne. Est-ce que les parents sont en mesure de faire face à ça? Est-ce que les parents sont honnêtes avec leurs propres désirs? Est-ce qu'ils sont honnêtes avec leur propre envie d'avoir une vie sexuelle, d'avoir une vie amoureuse d'abord équilibrée? Par conséquent, une vie sexuelle équilibrée. Est-ce qu'ils sont en mesure d'être capables de parler et d'écouter les enfants? Ça reste à voir, mais avoir le déferlement qu'il y a sur les réseaux d'événements qui sont quand même survenus il y a près de 50 ans, 40 ans. C'est comme si on ne voulait pas voir ce qui est en train de se jouer maintenant au niveau des abominations. Pour moi, c'est à proprement parler infernal, toutes ces réactions-là. Comme si on s'indignait pour ne pas voir la réalité d'aujourd'hui. Mais s'indigner ne suffit pas. Il faut se révolter, il faut s'insurger, il faut prendre les moyens pour ne pas que les enfants québécois soient exposés. Et puis, en matière de moralité, sommes-nous si vertueux qu'on peut se donner en exemple face à ces intellectuels parisiens, bourgeois, dégénérés, décadents, quand on pense aux exactions commises par un nombre important de notre clergé, il faut bien le dire. Quand on pense à tous les cas d'inceste, tous les cas d'abus sexuels ou d'abandon, les enfants de la DPJ. Je lisais les enfants de Duplessis, j'ai fait un lapsus, les enfants de DPJ. Je lisais il y a quelques jours dans un quotidien montréalais bien connu qu'une part importante des enfants qui ont été pris en charge par la DPJ devenaient des itinérants. Ça en dit long aussi. Puis là, je parle pas de tous les enfants qu'on met sous contention psychique, des camisoles de force psychique, des pilules, le Ritalin retard, à qui ça bousille complètement la cervelle parce qu'il bouge trop. Un enfant, c'est un être vivant, ce n'est pas qu'un être passif, c'est quelqu'un qui a de l'énergie, qui a de la vitalité. Et cette chose-là qui ne cessera jamais de m'étonner. Un enfant de 1 à 5 ans, c'est un génie, il apprend à marcher, il apprend à parler, il apprend à lire, il apprend à compter. On retrouve ce même enfant-là 10 ans plus tard. Des fois, il est déjà mort cérébralement. Il est mort cérébralement par toutes les injonctions qui lui sont faites de se formater. Et il est probablement mort également d'avoir trop vu d'horreur, d'avoir été trop exposé par des radiations psychiques absolument monstrueuses. Elle risque d'être longue, cette vidéo-là, mais c'est pas grave, c'est la dernière de l'année. Alors donc, dans cette fameuse pétition, je reviens à mes moutons tondus, dans ces moutons tondus, dans ces moutons pelés, dans ces moutons galeux, eh bien, plusieurs pétitionnaires. Janco explique la frénésie pétitionnaire de Sartre. On est encore là-dedans, n'est-ce pas? Des pétitions, on en signe, on nous en propose à longueur de journée, 1 clic, 2 clics, et hop! On peut même envoyer des sous, et c'est tranquille, comme ils disent, en toute sécurité. Ça veut dire, on ne s'implique pas trop. Vous dites en sécurité, ça veut dire que la cause que vous défendez, c'est possible que ce soit pas si important que ça. Et alors là, on fait le procès de Sartre, évidemment, qui n'était qu'un abuseur. On fait le procès également de sa compagne, Simone de Beauvoir, qu'on réduit au rôle de rabatteuse, ce qui est c'est d'une inculture totale. Dans le cas de Sartre, le sexe, ça ne l'intéressait pas. C'est pas moi qui le dis, c'est lui-même dans une entrevue célèbre qu'il a donnée au Nouvel Observateur, où il se défendait lui-même d'être un coïteur. Ça ne l'intéresse pas. Sartre, c'est une machine à écrire vivante.
Tout ce qu'il faisait, le mec, c'était écrire jour et nuit. Hein? Son Flaubert, 10 heures, 12 heures par jour, rivé à sa dactylo, en se gavant d'amphétamine. Et c'est tout ce qui comptait pour lui. Et puis son mode de vie, il fumait des cigarettes broyards qui sont gros comme des troncs d'arbres. Il buvait comme un trou. Je veux dire, ce type-là ne pouvait pas physiologiquement avoir une vie sexuelle. Et puis, il s'en défendait. Alors, tandis que sa compagne, elle, Simone, a eu une vie sexuelle autrement plus intéressante que la sienne. Et c'est probablement une des choses aussi qu'on lui pardonne le moins à cette chère Simone, d'avoir été affranchie quant à son désir d'écriture, désir de parole, désir d'implication sociale. Moi, je le sais que je vais dire quelque chose, je vais en faire dresser les cheveux de plusieurs. Simone de Beauvoir, pour moi, elle est l'égale de Marx, elle est l'égale de Freud, elle est l'égale de Nietzsche, de ces grands explorateurs de la psyché humaine qui ont réfléchi, Darwin même, tenez, hein, c'est assez fort ça, Darwin même. Parce qu'elle a été la première à conceptualiser la condition féminine. On lui en a voulu terriblement. Et on continue, au fond, de se servir de ces petites histoires insignifiantes, salaces, pour ne pas voir sa puissance intellectuelle. Pour moi, ça, c'est une vraie source d'indignation. Et là, on veut débaptiser des pavillons parce que bon. C'est tellement lassant, ce déboulonnage-là de statues. Et j'ai rendu mon visage semblable à de la pierre très dure, car je sais que je ne serai pas confondu. Déboulonnez donc la vôtre d'abord. Mettez-vous donc au net avec votre part d'ombre, au lieu de projeter sur autrui sans arrêt. Et là, c'est une projection monstrueuse, parce que ça roule, là, ça roule. C'est des mécaniques de l'enfer, je dirais. C'est quelque chose qui ressemble à l'enfer, là. C'est bien ça. Ça, je vous le lis. Ah ben, je vais vous lire. Ouais, je vais vous lire. Après cette tirade-là... Alors, c'est Jean Co qui a été pendant, je pense, 10 ans, si ma mémoire est bonne, qui a été son secrétaire. Jean Co qui est un type de droite. Hein? Alors ça, c'est plutôt amusant, un type de droite. Et pour ma part, depuis longtemps, je ne suis pas un lecteur idéologique. Moi, je peux lire des auteurs qui ne s'intéressent pas à la politique. Je peux lire des auteurs qui ont des idées clairement affichées à droite. Je peux même lire des auteurs qui sont monstrueux pour savoir ce qui se déroule dans leur mécanique, dans leur petite mécanique mentale. Et je me dis pas, ah tiens, c'est un type de gauche, donc c'est bien, je vais le lire, ou je me dis pas, ah, c'est un type de droite, c'est bien, je vais le lire aussi. Non. Moi, je veux plonger, et puis même, je vous dirais les choses avec lesquelles, qui peuvent même aller à l'encontre de mes propres convictions politiques. Exemple, les fédéralistes, il y en a de moins en moins. Ils n'ont plus besoin de réfléchir, les fédéralistes. Ils ont le pouvoir. Je vais être intéressé à entendre le point de vue d'un adversaire idéologique. Soit pour bien comprendre, ou soit même pour affiner ma propre argumentation. Alors, c'est Dacier de la Vigerie qui un jour me dit, sur telle affaire dont j'ai oublié l'objet, « C'est très grave, il faut réagir. Sartre doit pousser un cri. » J'exposais à Sartre quelle était l'injustice ou le crime ou l'infamie, je ne sais plus, en train de se perpétrer. Et alors? Alors Dacier estime que vous devez pousser un cri. Poussons, il faut que je signe. C'est ça, je signe. De ce jour, pousser un cri devint dans le vocabulaire utilisé entre Sartre et moi une scie. Rien de neuf ce matin? Non, ça roule. Vous avez vu Tape dur et Beurre sur tête pour le fric, un de nos bailleurs de fonds, personnage à accent d'Europe centrale, aimant répéter pour éliminer ses rivaux dans la course aux signatures de contrats. Attention, méfiez-vous, un tel a beurre sur tête. Mystérieuse expression sur laquelle Sartre et moi, nous nous étions penchés, pour en conclure qu'avoir beurre sur tête devait s'appliquer à de louches individus, bohémiens, tziganes, voleurs de chevaux, qui, dans la mythologie des steppes, soignaient, dans le sens de moindre, soignaient le chef de l'art de beurre, d'où nouvelle scie.
Vous croyez qu'on peut se fier à ce type? Il n'aurait pas beurre sur tête par hasard. Oui, ça va. Bon, je vais me raser. Oh, attendez, j'oubliais. Il y a X qui vous demande de pousser un cri. Il faudrait signer. Signons, signons, de quoi s'agit-il? D'un Espagnol qui, ou d'un Grec, d'un Noir américain, d'un manifeste, d'une lettre ouverte A. D'accord, poussons un cri. Et mon homme disparaissait en coup de vent dans la salle de bain pour y effectuer ses ablutions en chantonnant d'une voix grave des airs à l'indiscernable musique. Il ne va jamais au théâtre, au cinéma, il ne lit pas de romans, il lit d'ailleurs très peu, il feuillette, il n'a pas le temps, il travaille, il faut écrire, écrire. J'ai quelqu'un ce matin. Il reçoit les visiteurs que je fiche sévèrement selon des critères éprouvés et une méthode dans laquelle je suis passé maître, connaissant les humeurs, les élans, les répulsions de Sartre sous le bout du doigt, pesant l'intérêt du rendez-vous, fléchi par l'insistance du quémandeur et aussi par la sympathie que je lui porte, bref, usant de mon influence manœuvrière et rodé par ma baroque et protéiforme fonction, il reçoit les visiteurs, disais-je, entre 13h et 14h avant le déjeuner. Oui, il y a X qui va répliquer. X? Quoi? J'ai pas lu son manuscrit. Il faut que j'y jette un coup d'œil. Vous le retenez une petite demi-heure, je feuillette et je le reçois. On ferme les portes. Vous lui dites que je suis en retard et vous lui tenez la jambe. Merde! Et il faut encore que je me rase. On ferme les portes et du malheureux je tiens la jambe. Sartre a lu mon manuscrit? Oui. Vous ne savez pas ce qu'ils en pensent. Non, je crois qu'il l'a lu hier, mais il ne m'en a pas encore parlé. De ce temps, derrière la porte, mon ouïe exercée entend mon Sartre qui file sur la pointe des pieds se raser à toute allure. Nouveau bruit, et qui se reglisse dans son bureau pour feuilleter fébrilement le manuscrit du visiteur, plus vert d'attente angoissée que s'il s'était assis dans le salon d'un dentiste. Sartre le reçoit enfin. Il a lu 50 phrases, mais habile maïeuticien, il lance une balle que l'autre attrape avidement. Oui, je vois ce que vous voulez dire. L'autre s'en explique surabondamment. Sartre commente. C'est du Bernard Pivot génial et à la technique accoucheuse diabolique. Une haute voltige dont l'interlocuteur ne soupçonne pas au-dessus de quel abîme d'ignorance elle s'exerce et qui le laisse 3/4 d'heure plus tard, transi de reconnaissance. Sartre l'a reçu et lui a parlé de manière extraordinairement intelligente de son travail, etc. Et allez donc, c'est pas mon père, comme dit la môme crevette Pansine Petto, le secrétaire. Il n'aimait pas les hommes. Il n'avait pas de contact avec eux. Il adorait en revanche le papotage des femmes. Un jour, je vous ai pris un déjeuner avec X. Qui? Il y a des jours qu'il me tanne. Mais je ne veux pas déjeuner avec lui. Je vante les mérites de l'individu, son intelligence, ses idées, et qu'il voudrait avoir une discussion. Alors ça, mais qu'est-ce que j'en ai à foutre de ces idées? Mais qu'est-ce que vous voulez qu'il m'apprenne? Ah, vous n'aimez pas les hommes, étrange. Je n'aime pas. Eh bien non, je n'aime pas. Qu'est-ce que vous voulez qu'une discussion avec ce type m'apporte? Je les connais, ces idées. Et vous voulez savoir ce qu'elles m'apportent, les discussions avec les hommes, comme vous dites? Rien, rien, je perds mon temps. Et avec les gonzesses? Elles m'amusent, et au moins elles m'apprennent quelque chose. Je ne veux pas voir ce con. Démerdez-vous. Le brutal aveu ce jour-là. Les hommes, comme vous dites, ne m'apprennent rien. Orgueil? Non, autre chose. Ennui, hérité du numéro 1 du tennis mondial, à qui l'on annoncerait qu'il doit, par bonté de cœur, échanger des balles avec le révérend de sa paroisse ou l'instituteur de ses gosses. Ou bien, et ici mon souvenir est d'une précision gravée au burin dans ma mémoire, ou bien nous étions dans un taxi qui roulait rue des Saints-Pères. Une fois de plus, je gémissais pitoyablement sur l'état de nos finances, adjurais, mettais en garde. Alors lui, ne vous en faites pas, Co. On s'en tirera.
j'ai une cervelle d'or. Moi, sidéré, sur le coup assommé. Quoi? Sartre pris en flagrant délit de vantardise, de superbe ronflante? Réfléchissons. Non, ce n'était pas cela. Il parlait en vérité de sa cervelle comme d'un outil qu'il aurait eu par hasard entre les mains, comme d'un paysan que l'on féliciterait pour sa moisson et qui répondrait « Ouais, c'est une bonne terre. Aucun voisin n'a la pareille. Aucune n'est meilleure. » Autre chose, celui-ci. « Mais c'est pas possible, j'ai envoyé cette lettre, moi. Je lui ai dit ça. » Eh oui, ce n'était pas une lettre, mais un mot. Et vous lui avez bien écrit, je l'ai vu. Bon, d'accord, je deviens gâteux. Pas encore. Merci. Pas de danger. Mais si, mon bon ami, je deviendrai gâteux. Vous aussi, vous verrez, vous verrez. Préparons-nous à nos gâtismes de vieillard. Il n'y a pas d'âge. Si, un jour, il y en a un. Alors voilà, ce portrait-là, absolument, qui a été repris avec des variantes plus courtes dans un livre que je vous invite à lire, Croquis de mémoire de Jean Cau. Hein, cette fameuse anecdote qu'il raconte là-dedans où Lacan, paniqué, téléphone à Sartre parce que Lacan a vu sa petite fille marcher dans ses souliers, dans les souliers à lui, Lacan, hein, se déambuler dans de vastes appartements parisiens. Et Lacan téléphone à Sartre, paniqué, disait « Croyez-vous qu'elles veulent prendre ma place? » Et finalement, Sartre, il élude, hein, vous avez compris que c'est un type qui avait beaucoup, beaucoup d'esprit. Il lui dit « écrivez, Lacan, écrivez, Lacan. » Et voilà. Alors, on se doute bien que c'est peut-être ça a donné fruit peut-être au séminaire 24. Hein? Alors, peut-être. Alors, voilà. Que de lassitude dans cette vidéo, d'entendre et de lire. Je suis exaspéré. Et je nous invite à réfléchir à ce à quoi on expose quotidiennement les enfants québécois à des horreurs quasiment intermittentes. Les enfants dorment avec leur téléphone, hein? Téléphone à la lumière bleuie. On imagine l'enfer. Non plus le poème rimbaldien « Le ciel était d'un rouge d'enfer », mais le ciel était d'un bleu infernal. Et avec les petits bips, hein, qui sonnent sans arrêt. Instagram, hein, sans arrêt cette image-là que les enfants se proposent en miroir. Instagram qui marche beaucoup plus, qui a beaucoup plus la faveur des adolescents que Facebook, ce machin de vieillard gâteux. Et voilà. Alors, sommes-nous si convaincus de moins bien maltraiter les enfants québécois? J'aimerais réfléchir à tout ça. Hein, tous ces adolescents garçons. Je conclue là-dessus qu'il y a quelques jours. J'ai raconté ça sur ma page Facebook, que j'ai vu un garçon me voler une petite biographie de Giordano Bruno, paru chez Segers. Un truc de quelques dollars à peine. Il n'était pas tout seul, mais peut-être qu'ils en ont volé d'autres. Mais je peux vous assurer une chose, c'était pas des voleurs professionnels, c'était pas pour revendre. Il y avait besoin de cette nourriture-là. Il y avait besoin de livres. Il y avait besoin de sens. Hein. Et beaucoup de jeunes personnes, garçons et filles, sont affamés de sens. C'est peut-être ça ce qu'un adulte peut offrir à quelqu'un. C'est pas un peu de sens, un peu de bon sens. Peut-être. Alors, je vous remercie. Je vous souhaite de passer une excellente année 2020. Ouais, 2020, une année de zinzin. C'est ce que... 2020, une année zinzin. Alors, c'est tout pour aujourd'hui. Portez-vous bien tous. Elle est longue, 30 minutes. Je voulais partager avec vous ça. Sartre a signé une lettre, oui. Ça fait pas de lui un pédophile, parce que là, les amalgames. Ça fait pas de Simone de Beauvoir une salope non plus. Simone de Beauvoir, on ne manque pas une occasion d'abîmer le portrait. Il y a des raisons politiques derrière tout ça. Hein. On ne souhaite pas voir s'épanouir la puissance intellectuelle, morale, émotionnelle, créative, sexuelle des femmes. Et de ce point de vue-là, Simone de Beauvoir a été
une incroyable penseur. Hein? Voilà, c'est tout. Alors voilà, c'est tout. Merci.